Guillaume Christophe André, Mauvaises habitudes en vieillissant, vous savez, ce qui me fascine après 40 ans de pratique thérapeutique, c'est que personne, absolument personne, ne vous dira jamais la vérité sur ce qui vous arrive quand vous vieillissez. On vous parlera des rides, des articulations qui craquent, de la mémoire qui flanche, mais personne n'osera vous révéler les véritables pièges psychologiques qui se mettent en place insidieusement dans votre esprit. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler le secret clinique que j'ai découvert en observant des centaines de patientes comme vous et qui explique pourquoi certaines femmes s'épanouissent après 50 ans, tandis que d'autres s'enfoncent dans une spirale d'amertume. Mais avant d'aller plus loin, faites-moi une faveur, abonnez-vous maintenant et dites-moi en commentaire si vous avez déjà remarqué chez vous l'une de ces habitudes dont je vais parler. Allez-y, écrivez juste un mot, n'importe lequel, pour que je sache que vous êtes là, avec moi, prête à affronter cette vérité inconfortable. Hier matin, dans mon cabinet parisien, une femme de 57 ans s'est assise en face de moi et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit, je cite, Docteur André, je suis devenu invisible. Les gens me traversant dans la rue comme si j'étais un fantôme. Mon mari me regarde sans me voir. Mes enfants m'appellent uniquement quand ils ont besoin de quelque chose. Je lui ai répondu, Madame, vous n'êtes pas invisible, vous avez simplement développé l'habitude de vous effacer. Voilà la première habitude toxique dont personne ne vous parle. En vieillissant, beaucoup d'entre nous développons cette tendance pernicieuse à nous mettre en retrait, à prendre moins de place, à baisser le volume de notre propre existence. C'est comme si notre cerveau avait intégré un message subliminal de la société qui dit maintenant que tu as passé un certain âge, fais-toi petite, 17, invisible. Cette patiente, appelons-la Martine, m'a raconté qu'elle avait arrêté de donner son avis dans les réunions de famille, qu'elle ne choisissait plus jamais le restaurant quand elle sortait avec des amis, qu'elle disait systématiquement oui à tout le monde pour éviter les conflits. Je lui ai demandé « Quand avez-vous commencé à disparaître ainsi ?» Elle a réfléchi longuement et m'a répondu « Je crois que ça a commencé le jour où ma fille m'a dit que j'étais trop vieille pour porter cette robe. » J'avais 52 ans. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à me demander si j'avais encore le droit d'exister pleinement. Écoutez-moi bien. Vous avez non seulement le droit, mais le devoir d'occuper l'espace qui vous revient. La neuroplasticité, cette capacité extraordinaire de notre cerveau à se remodeler, fonctionne dans les deux sens. Si vous vous entraînez chaque jour à vous effacer, votre cerveau va créer des autoroutes neuronales de l'effacement. Mais si vous vous entraînez à vous affirmer, même dans de petites choses, vous allez littéralement recabler votre cerveau pour la présence et l'affirmation de soi. Alors voici votre premier micro-exercice cognitif. Aujourd'hui même, choisissez une situation où vous auriez normalement dit oui par automatisme et dites non. Ou l'inverse. Choisissez quelque chose, n'importe quoi, le restaurant, le film, l'heure du rendez-vous. Reprenez de l'espace, votre cerveau vous remerciera. La deuxième habitude dont personne ne parle, c'est cette manie qu'on développe de ressasser le passé comme si c'était la seule partie intéressante de notre vie. Je ne compte plus le nombre de femmes qui viennent me voir et qui passent l'intégralité de la séance à me raconter qu'elles étaient il y a 20 ans, 30, 40 ans. J'étais tellement belle à l'époque. J'avais tellement d'énergie, mon mari me regardait avec tellement d'admiration. Mes enfants avaient tellement besoin de moi. Tout est conjugué à l'imparfait, comme si la vie s'était arrêtée à un moment donné et que le reste n'était qu'une longue descente vers l'insignifiance. Permettez-moi d'être direct avec vous. Cette habitude est un poison mortel pour votre psyché. Quand vous passez votre temps à regarder dans le rétroviseur, vous ne pouvez pas conduire vers l'avant. C'est mathématique. Notre cerveau a une capacité attentionnelle limitée. Si vous mobilisez toute votre énergie cognitive à revivre mentalement ce qui n'est plus, il ne vous reste rien pour construire ce qui pourrait être... J'ai eu une patiente, appelons-la Françoise, qui venait me voir depuis 6 mois et qui commençait chaque séance par la même phrase. « Ah docteur, si vous m'aviez connu avant ». Elle avait 62 ans et elle était coincée dans une boucle temporelle mentale prisonnière de la femme qu'elle avait été à 35 ans. Un jour, je l'ai interrompue et je lui ai dit « Françoise, je me fiche complètement de qui vous étiez avant. Ce qui m'intéresse, c'est qui vous êtes maintenant et qui vous voulez devenir demain. » Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler, puis elle s'est mise à pleurer, puis elle m'a dit quelque chose de magnifique. Elle m'a dit « Personne ne m'avait jamais donné la permission d'être intéressante au présent. » Voilà exactement le problème. Nous attendons que quelqu'un nous donne la permission d'exister pleinement dans le présent, alors que cette permission, c'est nous et uniquement nous qui pouvons nous l'accorder. Savez-vous ce qui se passe dans votre cerveau quand vous ruminez le passé de manière obsessionnelle? Votre cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de la planification et de la projection dans l'avenir, commence littéralement à s'atrophier. C'est comme un muscle que vous n'utilisez plus.
Pendant ce temps, votre amygdale, le centre de la peur et de l'anxiété, s'active en boucle parce qu'elle interprète cette fixation sur le passé comme un signal de danger. Résultat, vous vous sentez à la fois nostalgique et anxieuse, coincée entre un passé idéalisé et un futur qui vous terrorise. Brillant, non. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Chaque fois que vous vous surprenez à commencer une phrase par avant, j'étais ou à l'époque, arrêtez-vous immédiatement et reformulez au présent ou au futur. Aujourd'hui je suis, demain je veux. La semaine prochaine c'est un exercice simple mais redoutablement efficace pour recabler votre cerveau vers l'avant plutôt que vers l'arrière. La troisième habitude toxique, celle-là, elle est particulièrement sournoise, c'est cette tendance qu'on développe à devenir de plus en plus rigide dans nos opinions, nos routines, nos certitudes. Avec l'âge, beaucoup d'entre nous construisons des forteresses mentales. On se dit « j'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui marche et ce qui ne marche pas ». On devient inflexible, têtu, fermé aux nouvelles idées. Et le pire, c'est qu'on appelle ça de la sagesse. Permettez-moi de vous dire que la rigidité cognitive n'a rien à voir avec la sagesse. La vraie sagesse, c'est justement cette capacité à rester souple, curieuse, ouverte même, et surtout quand on a accumulé de l'expérience. J'ai dans mon entourage une femme extraordinaire qui a 68 ans et qui vient de commencer à apprendre le japonais. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « parce que je ne veux pas que mon cerveau rouille ». Voilà quelqu'un qui a compris. La rigidité cognitive est l'ennemi numéro 1 du vieillissement réussi. Quand vous fermez la porte aux nouvelles expériences, aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire, vous fermez aussi la porte à la neurogenèse, cette capacité extraordinaire de votre cerveau à créer de nouveaux neurones tout au long de votre vie. Oui, vous avez bien entendu. Votre cerveau peut créer de nouveaux neurones même à 60 ans, même à 70 ans, même à 80 ans. Mais pour cela, il faut lui donner de la nouveauté, de la stimulation, du challenge. Si vous faites exactement les mêmes choses de la même manière tous les jours, si vous fréquentez les mêmes personnes, si vous regardez les mêmes émissions, si vous mangez les mêmes plats, votre cerveau s'endort. Il se dit, bon, apparemment on n'a plus besoin de moi ici, tout est un pilote automatique, et il commence à décliner. J'ai eu une patiente, appelons-la Sylvie, qui était venue me voir parce qu'elle se sentait déprimée. En creusant un peu, j'ai découvert qu'elle n'avait rien changé dans sa vie depuis 15 ans, même trajet pour aller au marché, même café le matin, même émission de télévision le soir, même conversation avec les mêmes amis tous les mardis. Je lui ai dit « Sylvie, vous n'êtes pas déprimée, vous êtes en train de mourir d'ennui. Votre cerveau est en train de vous envoyer un message de détresse. Il vous supplie de lui donner quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. » Elle m'a regardé avec des yeux ronds. Puis elle m'a dit « Mais docteur, à mon âge, on est censé se reposer, profiter de la routine, ne plus c'est compliquer la vie. » Je lui ai répondu « Qui a décidé ça? Qui a écrit cette règle absurde? Montrez-moi le texte officiel qui dit qu'après 50 ans, on doit arrêter de vivre pleinement. » Elle n'a rien trouvé à répondre parce que ce texte n'existe pas. C'est une croyance collective, un mythe social, une prison mentale que nous nous construisons nous-mêmes. Alors voici votre défi pour cette semaine. Faites une chose, une seule, que vous n'avez jamais faite auparavant. Prenez un chemin différent pour rentrer chez vous, goûtez un aliment que vous n'avez jamais essayé, écoutez un genre de musique qui ne fait pas partie de vos habitudes. Parlez à quelqu'un avec qui vous n'auriez jamais engagé la conversation, une seule chose nouvelle. C'est tout ce que je vous demande. Observez ensuite ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit. Vous allez sentir quelque chose se réveiller en vous. C'est votre cerveau qui vous dit merci. La quatrième habitude dont personne ne parle, et celle-là, elle fait mal, c'est cette tendance qu'on développe à accumuler les ressentiments comme d'autres accumulent les bibelots. Avec l'âge, beaucoup d'entre nous devenons des collectionneuses professionnelles de griefs. On garde précieusement le souvenir de chaque offense, de chaque injustice, de chaque déception. On les range soigneusement dans notre mémoire, on les ressort régulièrement pour les examiner, les polir, les entretenir. Mon mari a oublié mon anniversaire en 1987. Ma sœur ne m'a pas soutenu quand j'en avais besoin en 2003. Ma collègue m'a volé une idée en 2010. On devient des musées vivants de la rancune. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris après des décennies de pratiques thérapeutiques. Chaque ressentiment que vous gardez, c'est comme un petit caillou que vous mettez dans votre sac à dos. Au début, un caillou, ce n'est rien. Vous ne le sentez même pas, mais quand vous en avez accumulé des centaines, des milliers, votre sac devient si lourd que vous pouvez à peine avancer. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que les personnes envers qui vous nourrissez ces ressentiments ne sont même pas au courant.
Elles vivent leur vie tranquillement pendant que vous vous épuisez à porter le poids de votre rancœur. Qui est perdante dans cette histoire? Vous, uniquement vous. J'ai travaillé avec une femme, appelons-la Michel, qui entretenait une rancune féroce envers sa belle-sœur depuis 23 ans. 23 ans, je lui ai demandé de me raconter l'événement déclencheur. Elle m'a expliqué qu'à un repas de famille, cette belle-sœur avait fait un commentaire désobligeant sur sa façon d'élever ses enfants. Un seul commentaire, il y a 23 ans. Et depuis, Michel nourrissait cette rancune, refusait de participer aux réunions de famille si la belle-sœur était présente, parlait d'elle avec amertume, y pensait régulièrement. Je lui ai demandé, Michel, combien de temps de votre vie avez-vous gaspillé à penser à cette femme et à cette histoire? Elle a fait le calcul mental et elle est devenue toute pâle. Des centaines d'heures, docteur, peut-être des milliers, exactement, des milliers d'heures de votre précieuse vie consacrées à entretenir une rancune envers quelqu'un qui ne pense probablement jamais à vous. Le pardon, et j'insiste sur ce point, n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Quand vous pardonnez, vous ne dites pas que ce qui s'est passé était acceptable. Vous dites simplement « je refuse de continuer à porter ce poids, je refuse de donner à cette personne et à cet événement le pouvoir de polluer ma vie présente ». C'est un acte de libération personnelle, pas un acte de générosité envers l'autre. D'ailleurs, vous pouvez parfaitement pardonner quelqu'un sans jamais le revoir, sans jamais lui parler. Le pardon se passe dans votre tête, dans votre cœur, pas nécessairement dans une confrontation ou une réconciliation. Savez-vous ce qui se passe dans votre cerveau quand vous ruminez des ressentiments? Votre système nerveux sympathique, celui qui gère la réponse au stress, reste activé en permanence. C'est comme si vous étiez en état d'alerte constante. Résultat, votre taux de cortisol, l'hormone du stress, reste élevé, ce qui a des conséquences désastreuses sur votre santé physique et mentale. Hypertension, troubles du sommeil, affaiblissement du système immunitaire, risque accru de dépression. La rancune vous tue à petit feu. Alors voici ce que je vous propose. Prenez une feuille de papier et faites la liste de tous les ressentiments que vous portez encore. Tous, même les petits, même les anciens. Puis pour chacun, posez-vous cette question. Est-ce que je veux continuer à donner à cette personne et à cet événement le pouvoir de m'empoisonner la vie? Si la réponse est non, écrivez à côté « Je choisis de lâcher prise ». Vous n'êtes pas obligé de tout pardonner d'un coup. Commencez par un seul ressentiment, le plus ancien ou le plus petit, peu importe. Enlevez un caillou de votre sac à dos, puis un autre, puis un autre. Vous allez sentir la différence. La cinquième habitude toxique, et celle-là elle est particulièrement répandue, c'est cette tendance qu'on développe à se comparer systématiquement aux autres et à toujours se trouver perdante dans la comparaison. Avec l'âge et surtout avec les réseaux sociaux, cette habitude prend des proportions catastrophiques. On regarde les photos des autres et on se dit « elle a l'air tellement plus heureuse que moi, elle a tellement mieux vieilli que moi, sa vie a l'air tellement plus intéressante que la mienne ». On oublie complètement que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une version soigneusement éditée, filtrée, mise en scène de la réalité. Personne ne poste de photos en train de pleurer dans sa cuisine ou de se disputer avec son conjoint. Tout le monde montre ses meilleurs moments, ses plus beaux angles, ses réussites. Comparer votre vie réelle avec la vie fantasmée des autres sur les réseaux sociaux, c'est comme comparer votre brouillon avec le chef-d'œuvre publié d'un autre. C'est absurde et destructeur. J'ai une patiente, appelons-la Isabelle, qui passait des heures chaque jour sur les réseaux sociaux à regarder les profils de ses anciennes camarades de lycée. Elle me racontait, celle-là a fait une carrière brillante, celle-là a des enfants magnifiques, celle-là voyage dans le monde entier, celle-là a un mari qui a l'air tellement attentionné. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je lui ai demandé, Isabelle, est-ce que vous leur parlez à ces femmes? Non, docteur, je les regarde juste. Donc vous êtes en train de vous torturer mentalement en vous comparant à des personnes que vous ne connaissez même plus, dont vous ne savez rien de la vie réelle et qui ne savent même pas que vous existez. C'est bien ça. Elle a hoché la tête, l'air misérable. Je lui ai dit, vous savez ce que je pense. Je pense que vous avez trouvé une façon très efficace de vous rendre malheureuse. Félicitations, c'est un vrai talent. La comparaison sociale est l'une des sources les plus importantes de souffrance psychologique. Notre cerveau est câblé pour comparer, c'est vrai. C'est un mécanisme évolutif qui nous permettait autrefois d'évaluer notre position dans le groupe, de savoir si on était en sécurité ou en danger. Mais ce mécanisme qui était utile quand nous vivions en petite tribu de 50 personnes devient complètement dysfonctionnel à l'ère des réseaux sociaux où nous sommes exposés aux vies de milliers de personnes. Notre cerveau n'est pas équipé pour gérer ce flot d'informations comparatives. Résultat, nous développons ce que les psychologues appellent le biais de comparaison ascendante.
Nous nous comparons toujours à celles qui semblent faire mieux que nous, jamais à celles qui font moins bien, et nous en tirons la conclusion erronée que nous sommes inadéquates, insuffisantes, ratées. Écoutez-moi bien. La seule personne avec qui vous devriez vous comparer, c'est vous-même. Êtes-vous meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier? Êtes-vous plus sage, plus forte, plus authentique? Avez-vous appris quelque chose? Avez-vous progressé dans un domaine qui vous importe? Voilà les seules questions pertinentes. Le reste, c'est du bruit, de la distraction, du poison mental. Alors voici ce que je vous propose. Pendant une semaine, juste une semaine, faites une détox des réseaux sociaux. Désinstallez les applications de votre téléphone, observez ce qui se passe. Vous allez probablement ressentir un manque au début, comme toute addiction, puis vous allez commencer à respirer, vous allez récupérer du temps, de l'énergie mentale, de la sérénité, et vous allez réaliser à quel point vous vous empoisonnez la vie. La sixième habitude dont personne ne parle, c'est cette manie qu'on développe de jouer les martyrs, de se sacrifier pour les autres tout en cultivant secrètement du ressentiment. Avec l'âge, beaucoup de femmes tombent dans ce piège. On s'occupe de tout le monde, on dit oui à toutes les demandes, on s'éplie en quatre pour rendre service et pendant ce temps, on accumule intérieurement une liste mentale de tout ce qu'on fait pour les autres et de tout ce qu'ils ne font pas pour nous. On devient des comptables de la générosité, des martyrs professionnels qui se plaignent d'être fatigués, mais qui refusent systématiquement toute aide. Non, non, ne t'inquiète pas, je vais le faire. C'est trop compliqué à expliquer, ça ira plus vite si je le fais moi-même. Et derrière ces phrases apparemment altruistes se cache en réalité un mécanisme psychologique toxique. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passait vraiment. Quand vous jouez les martyrs, vous vous donnez l'illusion d'être indispensable. Vous vous dites, regardez comme ils ont besoin de moi, regardez comme je suis importante. Sans moi, tout s'écroulerait. C'est une façon détournée de nourrir votre estime de vous, mais c'est une façon extrêmement fragile et coûteuse. Parce qu'au fond, vous ne vous sentez pas aimé pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous faites. Et ça, c'est épuisant. Vous êtes prisonnière d'un rôle que vous avez vous-même créé. Si vous arrêtez de tout faire pour tout le monde, qui êtes-vous ? C'est cette question terrifiante qui vous maintient dans le sacrifice et le ressentiment. J'ai travaillé avec une femme, appelons-la Geneviève, qui était l'incarnation parfaite de ce schéma. Elle s'occupait de ses petits-enfants 3 jours par semaine, elle faisait les courses pour sa mère âgée, elle organisait tous les repas de famille, elle aidait financièrement son fils au chômage, elle écoutait pendant des heures les problèmes de ses amis. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait pour elle-même, elle m'a regardé comme si je venais de parler chinois. Pour moi, rien, je n'ai pas le temps. Tout le monde a besoin de moi. Je lui ai dit, Geneviève, et vous, vous avez besoin de quoi? Elle s'est mise à pleurer. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Voici la vérité brutale. Quand vous vous sacrifiez constamment pour les autres, vous leur envoyez un message subliminal. Vous leur dites, mes besoins ne comptent pas, n'ont pas de valeur, peuvent être ignorés, et devinez de quoi? Les gens vous croient, ils intègrent ce message et ils commencent effectivement à ignorer vos besoins. Ce n'est pas de la méchanceté de leur part, c'est juste qu'ils suivent le script que vous avez écrit. Si vous voulez que les gens respectent vos besoins, commencez par les respecter vous-même. Apprenez à dire non, apprenez à demander de l'aide, apprenez à accepter que les choses ne soient pas faites exactement comme vous les auriez faites. Le monde ne va pas s'écrouler, vos proches ne vont pas vous abandonner. Au contraire, ils vont apprendre à devenir plus autonomes, plus responsables, plus respectueux de vous. Voici un exercice si simple mais puissant. La prochaine fois que quelqu'un vous demande un service, avant de répondre automatiquement oui, prenez une grande respiration et posez-vous 3 questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? 2, est-ce que j'ai vraiment le temps et l'énergie de le faire? 3, est-ce que cette personne est capable de le faire elle-même ou de trouver une autre solution? Si la réponse à la première ou à la deuxième question est non, ou si la réponse à la troisième question est oui, alors dites non, poliment, fermement, sans vous justifier pendant des heures. Non, désolé, ce ne sera pas possible cette fois. Point final, vous allez voir, le ciel ne va pas vous tomber sur la tête et vous allez récupérer du temps, de l'énergie et surtout du respect, le vôtre et celui des autres. La 7e habitude toxique, et celle-là, elle est particulièrement insidieuse, c'est cette tendance qu'on développe à négliger notre apparence sous prétexte qu'on n'est plus dans le jeu de la séduction. Combien de fois j'ai entendu cette phrase dans mon cabinet? À mon âge, à quoi bon faire des efforts? De toute façon, personne ne me regarde plus, je ne suis plus sur le marché. Laissez-moi vous dire quelque chose de très clair. Prendre soin de votre apparence n'a rien à voir avec la séduction des autres. Ça a tout à voir avec le respect que vous vous portez à vous-même. Quand vous sortez de chez vous en survêtement uniforme avec
les cheveux, n'importe comment et sans vous être regardé dans le miroir, vous envoyez un message à votre cerveau. Vous lui dites « je ne vaux pas la peine qu'on fasse un effort pour moi » et votre cerveau vous croit. Il intègre ce message et il ajuste votre humeur, votre énergie, votre confiance en vous en conséquence. J'ai eu une patiente, appelons-la Danielle, qui était venue me voir pour une dépression. En discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle ne s'était pas maquillée depuis 3 ans, qu'elle portait les mêmes vieux vêtements informes tous les jours, qu'elle n'était pas allée chez le coiffeur depuis des mois. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu: à quoi bon? Je suis vieille, moche, invisible. Je lui ai dit: Daniel, vous n'êtes pas déprimé parce que vous êtes vieille et moche. Vous vous sentez vieille et moche parce que vous êtes déprimé et que vous avez arrêté de prendre soin de vous. C'est un cercle vicieux, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'inverser. Je lui ai donné un devoir pour la semaine suivante, aller chez le coiffeur, acheter un vêtement qui lui plaisait vraiment, se maquiller tous les matins, même si elle ne sortait pas de chez elle. Elle m'a regardé avec scepticisme, mais elle a accepté d'essayer. Quand elle est revenue la semaine suivante, elle avait les yeux qui brillaient. Docteur, c'est incroyable. Proust, le fait de me coiffer, de mettre du rouge à lèvres, le matin change complètement ma journée. Je me sens plus dynamique, plus vivante. Et vous savez quoi, les gens me souriaient plus dans la rue. Je lui ai expliqué que ce n'était pas magique, c'était neurologique. Quand vous prenez soin de vous, vous vous tenez différemment, vous marchez différemment, vous regardez les gens différemment. Vous dégagez une énergie différente et les gens réagissent à cette énergie. Ce n'est pas une question d'âge ou de beauté objective, c'est une question de présence, de vitalité, de respect de soi. Alors écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas obligé de ressembler à un mannequin, vous n'êtes pas obligé de suivre les diktats de la mode. Mais vous devez, je dis bien, vous devez prendre soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un que vous aimez. Habillez-vous avec des vêtements qui vous vont bien et dans lesquels vous vous sentez bien. Coiffez-vous d'une manière qui vous plaît. Mettez un peu de couleur sur votre visage si ça vous fait plaisir. Portez ce bijou que vous gardez pour les grandes occasions. Pourquoi attendre une grande occasion ? Votre vie quotidienne est la grande occasion. Chaque jour où vous vous réveillez, en vie est une grande occasion. Alors voici votre défi. Demain matin, avant de sortir de chez vous, prenez 10 minutes, juste 10 minutes pour vous arranger comme si vous alliez rencontrer quelqu'un d'important et devinez quoi. Vous allez effectivement rencontrer quelqu'un d'important. Vous, cette personne que vous voyez dans le miroir, mérite votre attention, votre soin, votre respect. La 8e habitude dont personne ne parle, c'est cette tendance qu'on développe à ruminer nos problèmes de santé et à faire de notre corps un sujet de conversation permanent. Avec l'âge, beaucoup d'entre nous devenons des bulletins météo ambulants de nos physiques. Ah, mon dos me fait souffrir, mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient, je dors mal, j'ai mal à la tête. Ma digestion ne fonctionne plus comme avant. On transforme chaque conversation en consultation médicale improvisée. On compare nos symptômes, nos traitements, nos médecins. On devient des expertes de nos propres pathologies et petit à petit, insidieusement, notre identité se réduit à notre corps malade. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ignorer vos problèmes de santé. Bien sûr que non. Si vous avez mal, consultez un médecin, suivez un traitement, prenez soin de vous. Ce que je dis, c'est qu'il y a une différence énorme entre prendre soin de sa santé et s'identifier à ses maladies. Quand vous passez votre temps à parler de vos maux, à y penser, à les surveiller, à les anticiper, vous créez dans votre cerveau des autoroutes neuronales de la douleur et de la maladie. Votre attention se focalise tellement sur ce qui ne va pas que vous ne voyez plus ce qui va bien, et paradoxalement, cette focalisation excessive amplifie vos symptômes. J'ai travaillé avec une femme, appelons-la Monique, qui avait développé une véritable obsession pour sa santé. Elle tenait un journal détaillé de tous ses symptômes, elle consultait Internet pendant des heures pour chercher des explications à chaque petit malaise, elle avait vu une dizaine de médecins différents. Quand je lui ai demandé de me parler d'elle, de qui elle était, de ce qu'elle aimait, elle n'a trouvé rien d'autre à dire que ses problèmes de santé. Sa vie entière s'était réduite à la gestion de son corps. Je lui ai dit, Monique, vous n'êtes pas une maladie sur pattes. Vous êtes une personne complexe, riche, intéressante, qui se trouve avoir quelques problèmes de santé. Ce n'est pas la même chose. Elle m'a regardé longuement et elle a dit « J'ai oublié qui j'étais en dehors de mes maladies. Voici ce que je veux que vous compreniez. Votre corps est important, oui, mais vous n'êtes pas que votre corps. Vous êtes aussi votre esprit, vos pensées, vos émotions, vos relations, vos passions, vos projets. Quand vous réduisez votre identité à votre corps vieillissant et à ses dysfonctionnements, vous vous appauvrissez terriblement. Alors voici un exercice simple. Pendant une semaine, interdisez-vous de parler de votre santé sauf si c'est absolument nécessaire. Si quelqu'un vous demande comment vous allez, répondez autre chose que bien ou mal en fonction de vos symptômes du jour.
Parlez de ce que vous avez lu, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez émotionnellement. Réappropriez-vous une identité plus large que celle de patiente. Vous allez voir, les gens vont vous regarder différemment et vous allez vous sentir différemment. La 9e habitude toxique, et celle-là, elle fait particulièrement mal, c'est cette tendance qu'on développe à se retirer progressivement de la vie sociale sous prétexte qu'on est fatigué, qu'on a fait son temps, qu'on n'a plus l'énergie. Combien de fois j'ai entendu ces phrases « je préfère rester chez moi, les sorties me fatiguent, je n'ai plus envie de voir du monde, j'ai fait ma part ». Maintenant, je veux juste me reposer. Et progressivement, insidieusement, le cercle social s'est rétréci. On refuse les invitations, on annule les rendez-vous, on coupe les ponts avec les amis qu'on voyait régulièrement. On s'isole. Et on appelle ça prendre soin de soi. Laissez-moi vous dire quelque chose de très clair. L'isolement social est l'un des facteurs de risque les plus importants de déclin cognitif, de dépression et même de mortalité précoce. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des centaines d'études scientifiques. Être connecté socialement, avoir des relations régulières avec d'autres êtres humains n'est pas un luxe ou un passe-temps agréable. C'est un besoin fondamental aussi important que manger ou dormir. Votre cerveau est un organe social. Il a besoin de stimulation sociale pour fonctionner correctement. Quand vous vous isolez, votre cerveau commence littéralement à s'atrophier. Les zones responsables de l'empathie, de la compréhension sociale, de la régulation émotionnelle perdant en volume et en efficacité. J'ai eu une patiente, appelons-la Jacqueline, qui s'était progressivement retirée de toute vie sociale après son départ à la retraite. Elle ne voyait plus personne sauf ses enfants une fois par mois. Elle passait ses journées seule chez elle devant la télévision. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait coupé les ponts avec ses amis, elle m'a répondu qu'elle n'avait plus rien d'intéressant à raconter, qu'elle se sentait décalée, que les autres avaient l'air d'avoir dévié tellement plus excitantes. Je lui ai demandé « Et vous leur avez dit que vous vous sentiez comme ça ?» Non, docteur, je me suis juste éloignée progressivement. Exactement. Vous avez décidé toute seule que vous n'étiez plus intéressante, sans même donner aux autres la possibilité de vous dire le contraire. Vous vous êtes condamné à l'isolement sur la base d'un rougement que vous avez porté sur vous-même. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin d'avoir une vie extraordinaire pour mériter des relations sociales. Vous n'avez pas besoin de raconter des histoires fascinantes ou d'avoir des aventures incroyables. Les vraies amitiés ne se nourrissent pas de performances ou d'exploits. Elles se nourrissent de présence, d'écoute, de partage, de simplicité. Vos amis ne veulent pas que vous les impressionniez. Elles veulent juste être avec vous. Alors arrêtez de vous juger et de vous trouver insuffisante. Et si vous avez vraiment perdu contact avec vos anciennes amies, il n'est jamais trop tard pour renouer. Envoyez un message, proposez un café, soyez honnête. Dites, j'ai pris mes distances et je le regrette, j'aimerais qu'on se revoie. La plupart des gens réagiront positivement et même si certains ne répondent pas, ce n'est pas grave, vous aurez essayé. Vous aurez fait un pas vers la vie plutôt que vers l'isolement. Voici votre défi pour cette semaine. Contactez au moins une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et proposez-lui de vous retrouver. Un café, une promenade, n'importe quoi, sortez de votre tanière, reconnectez-vous avec le monde, votre cerveau vous remerciera, votre morale vous remerciera, votre santé vous remerciera. Et qui sait, vous pourriez même passer un bon moment. Imaginez ça. Et maintenant, la 10e et dernière habitude toxique, celle qui englobe toutes les autres d'une certaine manière, c'est cette tendance qu'on développe à abandonner nos rêves, nos projets, nos ambitions sous prétexte qu'il est trop tard. C'est trop tard pour changer de vie, c'est trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, c'est trop tard pour tomber amoureuse, c'est trop tard pour voyager, c'est trop tard pour recommencer. Trop tard, trop tard, trop tard. Cette phrase devrait être interdite par la loi tellement elle est toxique. Qui a décidé qu'il y avait un âge limite pour vivre pleinement? Qui a écrit ce règlement absurde? Montrez-moi le texte officiel qui dit qu'après 50 ans, après 60 ans, après 70 ans, on doit renoncer à ses désirs et se contenter de survivre en attendant la fin. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai dans mon entourage une femme qui s'appelle Marie-Claire. Elle a 72 ans. À 68 ans après le décès de son mari, elle a décidé qu'elle en avait assez de sa vie étriquée. Elle a vendu sa maison, elle a acheté un camping-car et depuis 4 ans, elle voyage à travers l'Europe, seule. Elle dort où elle veut, elle va où elle veut, elle rencontre des gens, elle prend des photos, elle écrit un blog que des milliers de personnes suivent. Quand je lui ai demandé ce qui l'avait poussée à faire ça, elle m'a répondu quelque chose de magnifique. Elle m'a dit « Christophe, j'ai réalisé qu'on ne meurt pas quand le cœur s'arrête. On meurt quand on arrête de rêver. » Alors j'ai décidé de continuer à rêver jusqu'au bout. Voilà exactement ce que je veux que vous compreniez.
Il n'est jamais trop tard, jamais. Tant que vous êtes sans vie, tant que vous respirez, vous avez le droit et même le devoir de continuer à désirer, à rêver, à projeter, peu importe votre âge, peu importe votre situation. Peu importe ce que les autres pensent, votre vie vous appartient. Vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit pour la vivre pleinement jusqu'au dernier jour. J'ai eu des patientes qui ont commencé à peindre à 60 ans, qui ont appris une langue étrangère à 65 ans, qui sont tombées amoureuses à 70 ans, qui ont créé une entreprise à 75 ans. Le seul obstacle, c'était dans leur tête. C'était cette croyance limitante, cette phrase toxique « il est trop tard ». Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Prenez une feuille de papier et écrivez en haut « si j'avais le courage, si je ne me limitais pas, si je ne pensais pas qu'il est trop tard, je… » Et complétez cette phrase. Qu'est-ce que vous feriez ? Quel rêve auriez-vous envie de réaliser? Quel projet vous fait vibrer? Quelle vie auriez-vous envie de vivre? Ne censurez rien. Écrivez tout ce qui vous vient. Puis regardez cette liste et demandez-vous qu'est-ce qui m'empêche vraiment de faire au moins une de ces choses. Pas ce que je me raconte comme excuse, mais vraiment concrètement, qu'est-ce qui m'empêche? Dans la plupart des cas, vous allez réaliser que le seul véritable obstacle, c'est vous, votre peur, vos croyances limitantes, votre habitude de vous interdire de vivre. Vous savez, ce qui me fascine après toutes ces années de pratique, c'est que les personnes qui vieillissent bien, celles qui restent vivantes, dynamiques, joyeuses jusqu'à un âge très avancé, ont toutes un point commun. Elles n'ont jamais arrêté de se projeter dans l'avenir, elles ont toujours un projet en cours, quelque chose qu'elles attendent avec impatience, quelque chose qui les fait se lever le matin avec enthousiasme. Ce n'est pas une question de moyens financiers. J'ai vu des femmes avec très peu d'argent qui rayonnaient parce qu'elles apprenaient à tricoter des modèles compliqués ou qu'elles s'occupaient d'un jardin partagé. Et j'ai vu des femmes avec beaucoup d'argent qui dépérissaient parce qu'elles n'avaient plus rien qui les animait. La différence, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la situation familiale. C'est l'attitude mentale, c'est cette décision consciente de continuer à s'intéresser à la vie, à apprendre, à créer, à rêver. Alors voici la grande révélation que je vous avais promise au début. Le secret clinique que j'ai découvert après des décennies de pratique. Voici ce secret. Vous ne vieillissez pas parce que votre corps vieillit. Vous vieillissez quand vous décidez intérieurement que votre vie est derrière vous plutôt que devant vous. Le vieillissement n'est pas d'abord un phénomène biologique, c'est d'abord un phénomène psychologique. Bien sûr que votre corps change, bien sûr qu'il y a des limites physiques qui apparaissent, mais ces limites ne définissent pas qui vous êtes ni ce que vous pouvez faire de votre vie. J'ai vu des femmes de 80 ans plus vivantes, plus curieuses, plus engagées dans l'existence que des femmes de 40 ans. La différence était dans leur tête. Toutes ces habitudes toxiques dont je vous ai parlé aujourd'hui s'effacèrent, ressasser le passé, devenir rigides, accumuler les ressentiments, se comparer aux autres, jouer les martyrs, négliger son apparence, ruminer ses mots, s'isoler socialement, abandonner ses rêves, toutes ces habitudes ont un point commun. Elles sont des façons de vous retirer progressivement de la vie, des façons de vous dire à vous-même « c'est fini, je n'ai plus rien à attendre, je n'ai plus rien à offrir, je ne suis plus dans le jeu ». Et le problème, c'est que quand vous vous dites ça suffisamment longtemps, votre cerveau vous croit. Il commence à éteindre les lumières, il commence à fermer les portes, il commence à se préparer à la fin. Mais voici la bonne nouvelle, l'extraordinaire nouvelle. Vous pouvez inverser ce processus, vous pouvez rallumer les lumières, vous pouvez rouvrir les portes. Vous pouvez dire à votre cerveau, non, ce n'est pas fini, je suis encore là, j'ai encore des choses à vivre, à apprendre, à créer, à partager, et votre cerveau va vous écouter. Il va se remettre en marche. Il va créer de nouvelles connexions neuronales. Il va libérer de la dopamine, de la sérotonine, toutes ces molécules du bien-être et de la motivation. C'est ça la neuroplasticité. C'est cette capacité extraordinaire de votre cerveau à se transformer tout au long de votre vie en fonction de ce que vous décidez d'en faire. Alors voici ce que je veux que vous fassiez cette semaine. Choisissez une seule de ces 10 habitudes toxiques, celle qui résonne le plus en vous, celle que vous reconnaissez le plus clairement dans votre vie. Et décidez consciemment de la changer, pas les 10 d'un coup. Une seule. Si vous vous effacez, prenez de l'espace. Si vous ressassez le passé, projetez-vous dans l'avenir. Si vous êtes rigide, essayez quelque chose de nouveau. Si vous accumulez les ressentiments, choisissez-en et lâchez prise. Si vous vous comparez aux autres, faites une détox des réseaux sociaux. Si vous jouez les martyrs, dites non à une demande. Si vous négligez votre apparence, prenez soin de vous. Si vous ruminez vos mots, parlez d'autre chose. Si vous vous isolez, contactez quelqu'un. Si vous avez abandonné vos rêves, écrivez un nouveau, une seule chose.
C'est tout ce que je vous demande parce qu'une seule chose va créer un déclic, va vous montrer que c'est possible, va vous redonner confiance en votre capacité à changer, à évoluer, à reprendre le contrôle de votre vie. Et ce déclic va entraîner un autre, puis un autre, puis un autre. C'est comme ça que ça marche. Pas par une transformation radicale du jour au lendemain, mais par de petits changements progressifs qui s'accumulent et qui finissent par créer une vie complètement différente. Vous savez ce que j'aimerais ? J'aimerais que dans 6 mois, dans 1 an, vous me laissiez un commentaire pour me dire ce qui a changé dans votre vie. J'aimerais que vous me racontiez comment vous avez repris de l'espace, comment vous vous êtes reconnecté avec vos rêves, comment vous avez choisi de continuer à vivre pleinement au lieu de vous retirer progressivement. J'aimerais que vous deveniez l'une de ces femmes que j'admire tant, celles qui prouvent par leur simple existence que l'âge n'est qu'un chiffre et que la vraie vie commence quand on décide qu'elle commence. Alors maintenant, si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, si quelque chose a résonné en vous, faites-moi une faveur, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle habitude vous allez changer en premier. Et surtout, partagez cette vidéo avec une amie qui en a besoin. Vous savez tout de qui je parle. Cette amie qui s'efface, qui s'isole, qui a abandonné ses rêves. Envoyez-lui ce lien. Dites-lui que vous pensez à elle, ça pourrait être le déclic dont elle a besoin. Et rappelez-vous, mes chères auditrices, il n'est jamais trop tard pour devenir la femme que vous auriez pu être. Il n'est jamais trop tard pour vous réapproprier votre vie. Il n'est jamais trop tard pour allumer la lumière. Alors faites-le maintenant. Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que chaque jour qui passe sans que vous viviez pleinement est un jour perdu et vous n'avez plus de temps à perdre. Aucune d'entre nous n'en a, je vous laisse avec cette pensée. La vie ne se mesure pas au nombre d'années que vous vivez, mais au nombre de moments où vous vous sentez vraiment vivante. Alors multipliez ces moments, cherchez-les, créez-les, savourez-les. C'est ça vieillir en beauté. C'est ça l'amour sain envers soi-même. C'est ça la vraie liberté. Prenez soin de vous, mes chères auditrices.